Et puis la deuxième, alors on va essayer d'aller vite, hein, parce que là, j'ai peur qu'il nous reste peu de temps. C'était faut-il respecter la nature? Bon, je vais essayer là plutôt de faire une analyse méthodologique, on va dire, à savoir que je vais pas, contrairement au sujet précédent où j'ai quand même eu un engagement des idées ou des idées engagées, je ne sais pas comment on peut dire. Là, je vais plutôt reposer sur la problématique. Quand on dit faut-il respecter la nature, d'abord, quand on pose une question faut-il, c'est qu'on sous-entend toujours qu'on peut. Donc, on peut respecter la nature. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est là qu'il faut se questionner. La question repose sur le faut-il, c'est-à-dire y a-t-il une nécessité qui nous pousse à respecter la nature? Le faut-il, c'est toujours la question de la nécessité. Et quand on pose des questions comme peut-on, faut-il, en fait, on pose 4 questions à chaque fois. En tout cas, il faut analyser la question de 4 points de vue. Faut-il du point de vue du fait? Y a-t-il une nécessité de fait? Y a-t-il une nécessité qui nous pousse à respecter la nature? Et quand on parle de nécessité, on pose en fait d'une nécessité de fait, on pose en fait 2 questions. La première consiste à dire, y a-t-il quelque chose dans la nature qui nous pousse à la respecter? Y aurait-il, la nature impose-t-elle une forme de respect? Et si oui, en quoi? Bon. Et là, on voit tout de suite que la piste à explorer serait peut-être celle du problème des lois naturelles et de la puissance de la nature face à notre impuissance. Quand on regarde les grands événements naturels, hein, qui nous renvoient toujours à notre impuissance. Ça, c'est la première question. Donc, la nature nous impose-t-elle le respect d'elle-même? Bon. Non, faut-il respecter la nature? Mais il y a aussi une question de nécessité chez l'homme. Y a-t-il quelque chose chez l'homme qui le pousse à respecter la nature? Et en définitive, ça pose le problème de l'homme aurait-il une nature qu'il devrait réaliser? Serait-il défini d'emblée comme devant être tel ou tel, hein? Un destin, en définitive, comme pourraient le dire certains philosophes, hein. Et donc, du coup, ça reviendrait à poser le problème de notre liberté, de notre responsabilité. Parce que si nous avions une nécessité naturelle en nous de respecter la nature, ça poserait la difficulté d'une liberté de l'homme d'agir en toute responsabilité. Et cette question pose plus largement la question du rapport entre nature et culture, hein, c'est-à-dire que s'il y a une nature humaine, c'est un paradoxe de voir que la nature humaine serait de détruire la nature en définitive, hein. Donc que la nature humaine serait d'être culturelle. Si on en reste à l'opposition nature-culture, on essaiera d'en parler un petit peu. Et puis, il y a deux autres questions qu'on se pose, pardon, donc là on vient d'en poser deux, de fait, à propos de l'objet, donc la nature, et à propos du sujet de la question, donc l'homme. Et puis, il y a deux autres questions qui se posent dans faut-il respecter la nature, c'est n'est-ce pas un devoir moral de respecter la nature? N'y a-t-il pas quelque chose de l'ordre de la morale de respecter la nature? Donc, nous serions bons parce que nous respecterions la nature. Ce qui sous-entendrait en définitive de poser le problème de la valeur morale de la nature. La nature peut-elle avoir une valeur morale? La nature est-elle une valeur morale? La nature peut-elle être considérée comme bonne? N'y a-t-il pas quelque chose de l'anthropomorphisme que de vouloir donner le bien et le mal à la nature, sachant que le bien et le mal dépendent essentiellement de valeurs morales qui y sont conscientes et qui déterminent ma liberté en fonction de si je vais faire le bien ou si je vais faire le mal. Et puis la dernière question de droit, c'est la loi m'impose-t-elle? Faut-il respecter la nature? La loi m'impose-t-elle de respecter la nature? Et donc, du coup, là se pose le problème des droits de la nature, en définitive. Donc, vous voyez, on a quand même, en faisant cette analyse, on a quand même 4 pistes. On n'a encore pas analysé le reste, hein, mais on a quand même 4 premières pistes. La première piste qui consiste à s'interroger sur la puissance de la nature et des lois des nécessités naturelles face à notre impuissance face à elle, par exemple la mort, hein, voilà, pour donner un exemple. De l'autre côté, le problème de la responsabilité de l'homme face à la nature et face à sa propre nature. L'homme a-t-il une nature? Est-il déterminé à? Et sinon, et s'il est libre, eh bien, quelle est sa responsabilité face à la nature? Et à ce moment-là, ça nous renvoie évidemment à notre rapport culturel à la nature. Et puis, bah, cette question-là découle évidemment de la question morale, hein. Est-ce bien de respecter la nature? Et est-ce bien de respecter la nature parce que la nature serait bonne? Peut-on donner une valeur morale à la nature? Peut-on simplifier le rapport que nous avons à la nature à un rapport de la nature, c'est beau, cuicui les oiseaux, et l'homme, c'est caca boudin, parce qu'il lui fait du mal? C'est pas aussi simple, hein, évidemment.
Et puis la question de la loi juridique avec au final la question des droits, la nature a-t-elle des droits et comment la nature pourrait-elle avoir des droits puisque avoir des droits n'est-ce pas déjà être capable de respecter des devoirs, donc déjà d'avoir une forme de liberté qui me permettrait d'assumer la responsabilité de mes actes. Bien. Du coup, respecter, bon, ben, on va, parce que vous allez voir, on va compléter. Respecter, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, on en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure, hein, c'est reconnaître la valeur d'une chose et s'y soumettre, c'est ça, respecter. Hein. Mais de quelle valeur parle-t-on? On vient de voir hein, le problème de la valeur. Donc, c'est pour ça qu'on les a fait dans cet ordre-là, ces questions. Hein. Donc, soit la valeur est relative, soit la valeur est absolue. Donc, reconnaître la valeur de la nature, c'est quoi? C'est lui connaître une valeur d'utilité et il faudrait la respecter parce qu'en la respectant, on va se sauver nous-mêmes. Et donc, du coup, en gros, si on pouvait trouver les moyens de compenser la nature, bon, on pourrait s'en débarrasser. Hein, bon, c'est une vraie question. Mais évidemment que bon, ça ne se pose pas comme ça. C'est pas si simple. Et puis, ou alors la nature a-t-elle une valeur absolue? Mais alors, si elle a une valeur absolue, c'est une valeur en soi. Et en tant que valeur en soi, elle serait fin en soi. Elle serait fin en soi pour elle-même. Donc, du coup, n'est-ce pas lui attribuer un statut de sujet, comme on l'a expliqué tout à l'heure dans l'explication précédente. On est à 58 minutes, je vous le dis, 59 minutes. Peut-être qu'au bout d'une heure, ça va couper. J'essaierai de relancer un direct après. Je comprendrai que vous ne puissiez pas suivre, mais si ça coupe, ne soyez pas surpris. Je relancerai un petit truc après. Voilà. Euh, et donc, du coup, la question revient à se demander si respecter, ça veut dire accepter, se conformer, se soumettre passivement à la nature. Est-ce que accepter, respecter, ça veut dire ne pas nuire à la nature, donc ne pas lui faire du mal, bon, ne pas la faire disparaître. Donc du coup, ça reviendrait à la protéger en définitive. Hein, ou est-ce que respecter, ça veut dire admirer, vénérer, et en définitive personnifier ou même diviniser la nature. Le mot nature lui-même a plusieurs sens, donc c'est là que ça va se compliquer, évidemment. C'est-à-dire que la nature, c'est à la fois le milieu naturel, l'écosystème, hein, c'est à la fois un ensemble, cet ensemble régi justement par des lois nécessaires et qui a trouvé son équilibre, hein, nécessaire voulant dire qu'ils ne peuvent pas ne pas être. Hein, donc nécessaire veut dire inviolable, qu'on ne peut pas dépasser. Hein, les lois de la nature, on ne peut pas les dépasser. Bon. Euh, donc, la nature, est-ce que c'est justement le fonctionnement normal du monde? En définitive, l'ordre établi, la physis, hein, comme le disaient les Grecs, hein, l'ordre établi du monde, bon, établi par des règles, alors par qui, par quoi, voilà toute une question. Oh, dites, on n'a pas été coupé au bout d'une heure, super. Mais je vous promets, j'essaie de ne pas être long, je vais aller très très vite. Ou est-ce que la nature, c'est l'essence d'une chose? Voilà. Est-ce que la nature d'une chose, c'est son essence? Alors bon, quand on parle de l'essence d'un marteau, comme on l'a dit tout à l'heure, je vois à peu près ce que ça peut être, hein, c'est sa fonction, bon, ce à quoi il sert. La nature du marteau, c'est de, je simplifie un peu, mais c'est de taper sur des clous. La nature d'une pendule, c'est de donner l'heure. Ok, d'accord. Mais quand je parle de l'essence de l'homme, voilà quelque chose de plus compliqué. Quand je parle de la nature de l'homme, de quoi parlons-nous exactement? Bon. Euh, et la nature, ça peut être aussi ce qui se distingue classiquement, mais évidemment de manière limitée, de la culture. Donc, du coup, la question devient, en fait, par rapport à tout ce que nous venons de dire, bah, d'abord, faut-il respecter le milieu naturel? Bon, ça, c'est la question évidente qui nous vient en premier quand on dit faut-il respecter la nature? Hein. Et on se dit aujourd'hui, la question ne se pose pas. Évidemment qu'il faut respecter la nature dans le sens de la protéger, dans le sens de changer les comportements de l'homme. Et quand on voit le réchauffement climatique, en tout cas les modifications climatiques et la disparition de la biodiversité, on ne pourrait que répondre oui. Mais en même temps, est-ce que ça veut dire ne pas toucher à la nature? Hein? Est-ce que ça veut dire ne pas la transformer? Est-ce que c'est parce que la maladie aussi elle-même est naturelle? Donc, ne faut-il pas lutter parfois, le propre de l'homme n'est-il pas pour sa survie de lutter contre la nature, justement? Donc, ça pose un problème fondamental. Et puis, il faut se demander aussi s'il faut respecter la nature des choses. Bon, mais par définition, est-ce qu'on peut vraiment changer la nature des choses? C'est bien encore une fois, changer la nature d'un outil. Bon, pas de problème, mais peut-on dénaturer un élément naturel? Voilà. Bah, c'est toute la question, par exemple, des organismes génétiquement modifiés, hein, et c'est une question véritablement éthique qui se pose là. Qui renvoie à la question morale qu'on a posée tout à l'heure. Et puis, bah, ça veut dire aussi, faut-il respecter les lois qui gouvernent l'univers? Mais alors là, on se dit, bah, enfin, on n'a pas le choix, quoi. Bien sûr qu'on est obligé de respecter les nécessités. Par définition, une nécessité, ça ne peut pas ne pas être. Donc, vouloir lutter contre une nécessité, c'est une illusion de liberté, puisque de toute façon, elle sera toujours. La pesanteur, c'est la pesanteur. La loi de la pesanteur, c'est la loi de la pesanteur. Sauf que c'est un petit peu plus compliqué que ça, parce que
si l'homme ne peut pas violer les lois de la nécessité, les lois de la nature et les nécessités, par contre, il peut, et c'est bien le propre de l'homme, il peut créer des outils qui permettent de dépasser les nécessités. Je parlais de la pesanteur, je suis collé au sol, c'est une loi de la nature, mais parce que justement je vais chercher à connaître cette loi de la nature, pas qu'elle, hein, d'autres aussi, hein, mais parce que je vais chercher à connaître les lois de la nature, je vais pouvoir inventer des outils qui vont permettre de les dépasser. C'est dans ceci, par exemple, que je parlais des OGM tout à l'heure, mais par exemple, la pesanteur, ben, je vais inventer l'avion. Et dans l'avion, quand j'utilise l'avion, je ne viole pas les lois de la nature, parce que l'avion est soumis à la pesanteur. Mais je les dépasse. C'est-à-dire que j'utilise la connaissance que j'ai des nécessités pour créer des outils qui vont pouvoir me permettre de me libérer des nécessités. Non pas les violer, encore une fois, mais de m'en libérer. Donc, n'est-ce pas le propre de l'homme, justement, que non pas de faire disparaître les nécessités naturelles, mais d'inventer des outils qui vont qui vont lui faire croire qu'il peut dépasser la nature. Et jusqu'où peut-il la dépasser, justement. Euh, euh, et donc, du coup, ça revient à se demander s'il faudrait ne pas toucher à la nature, considérer la nature comme une norme et la laisser dans son état initial, et qu'à partir du moment où elle est dans son état initial, elle est dans le meilleur état possible. Et donc, considérer, par exemple, comme la deep écologie, hein, l'écologie profonde, que l'homme est un nuisible qui doit disparaître parce que c'est le seul ennemi de la nature en définitive. Mais en même temps, d'où lui viendrait si cette nuisibilité, si ce n'est pas de la nature elle-même. Euh, Ça pose aussi la question évidemment de savoir si l'homme peut créer son propre ordre, hein, voilà, peut modifier l'ordre des choses pour créer son propre ordre. Ne se prendrait-il pas à ce moment-là pour un Dieu tout-puissant? Voilà à peu près les questions qu'on pourrait se poser. Donc du coup, rapidement, parce que je ne peux pas approfondir, hein, désolé, autrement je ne vais pas vous garder toute la nuit, donc je vais essayer d'aller vite. Mais on semble avoir détruit une grande partie de notre écosystème, déréglé le climat, hein, et puis on est en train de prendre conscience d'une espèce d'effondrement, hein, voilà comment on appelle ça en collapsologie, de l'ordre naturel. Euh, mais qu'est-ce que ça veut dire? Parce que même ceux qui combattent pour revenir à un ordre plus naturel et qui combattent pour que ce réchauffement climatique s'arrête, ou en tout cas qu'on essaye d'en limiter les dégâts, hein, parce que c'est à ça qu'on en est aujourd'hui, eh bien même les gens qui se battent pour ça ne sont eux-mêmes pas d'accord sur ce qu'on doit faire vis-à-vis de la nature. Euh, euh, Est-ce qu'on peut se contenter de suivre la nature? Ça, c'est les stoïciens, hein, voilà. Suis la nature, comme si la nature était un ordre établi qu'il ne faudrait surtout pas modifier, comme si nous avions nous-mêmes une nature à laquelle il ne faudrait pas toucher, que nous serions simplement dans une fatalité indépassable qu'il faudrait accepter jusqu'à notre mort ultime, qui est le symbole de cette fatalité à laquelle, qui ne dépend pas de nous en définitive. Mais alors, euh, 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 que penser du rôle de l'homme dans cette nature? 2 minutes sur le mythe de Prométhée, parce que, et le mythe de Prométhée tel qu'il est vu chez Platon. Parce que dans le mythe de Prométhée, je vais aller vite, hein, mais j'arrête pas de dire que je vais vite, hein, ouais, bon, et je vais vite. Bon. Mais dans le mythe de Prométhée, pour aller vite, euh, Zeus demande à Prométhée de donner à des êtres en terre qu'il a créés. Il a créé le monde, etc. Bon, voilà. Et puis il a créé les rochers, tout ça, bon, voilà. Et puis là, il crée les animaux. Il crée tous les animaux. Et puis donc, il les a fait d'argile, tout ça, dans une caverne. Et puis, il demande à Prométhée de donner à chaque animal. Donc, il donne à Prométhée un panier avec des qualités naturelles. Et le travail de Prométhée, c'est de donner à chaque espèce, chaque animal, les qualités nécessaires pour survivre. Le but étant de garder une harmonie. Donc, il faut qu'il réfléchisse parce que si, par exemple, il donne, s'il fait des proies, il va falloir que les proies se reproduisent plus vite que les prédateurs, autrement, ça ne pourra pas marcher, etc. Tout un tas de choses comme ça. Il y en a qui vont courir vite, mais il y en a qui vont voler. Bon, voilà. Bon. Donc, il doit répartir les qualités à tous les animaux. Bon, il n'a pas trop envie de le faire, donc voilà, il envoie Épiméthée, son frère, et puis Épiméthée, trop content, il est un peu jeune, tout ça, il est fougueux, donc il fait le truc, et puis à la fin, il va chercher Prométhée, puis il lui dit viens voir, ça y est, j'ai fini tout ça. Prométhée vérifie quand même, bon voilà, si tout ça est bien harmonieux, machin bidule. Et puis d'un seul coup, Prométhée, en avançant comme ça, il voit derrière un pilier d'une caverne, là, il voit une statue, il s'approche et il s'aperçoit que cette statue n'a pas de qualité, elle a zéro qualité. Bon. Donc du coup, là, problème, hein, on ne peut pas tout refaire là, parce que j'ai oublié de vous dire qu'ils n'ont pas, eux non plus, ils n'ont pas le temps, ils ne sont pas sur YouTube, eux, mais
ces êtres vivants vont prendre vie justement à l'aube. Bon, et l'aube s'approche. Bon. Donc, du coup, Prométhée file piquer des qualités aux dieux. Il va leur piquer des qualités, du coup. Et donc, il peut leur piquer, dans le mythe de Prométhée, c'est ça, hein, il leur pique le feu et l'art de s'en servir. Bon, entendez par là la technique, en fait. Hein. Le feu étant la technique au sens de l'objet technique, et l'art de s'en servir étant le savoir-faire technique, c'est-à-dire ce qu'on appelle une technique. Bon, voilà, hein, le savoir-faire. Euh, et donc, du coup, il essaye, c'est ça qui est très intéressant, et c'est ça que nous dit Platon, il essaye de voler l'art politique. Il essaye de voler l'art politique, et il n'a pas le temps de le faire. Il est obligé de se sauver. Donc, parce qu'il va être surpris. Et donc, du coup, il va vite, et puis parce que l'aube arrive. Et donc, il va vite donner les qualités, le feu et l'art de s'en servir à cette dernière espèce, et paf, tout prend vie et tout part dans la nature. Sauf que cette dernière espèce, vous avez compris, hein, c'est l'homme. Bon. Et l'homme, du coup, serait le plus démuni des animaux, mais il posséderait des facultés qui n'auraient pas dû lui être données, qui sont des facultés divines. Et du coup, Platon en tire quand même un truc assez étonnant. Il dit, et c'est pour ça hein, qu'il n'a pas eu l'art politique. Pourquoi? Parce qu'il aurait eu besoin de l'art politique pour ne pas retourner justement le feu et l'art de s'en servir contre lui-même. Et ne pas le retourner contre la nature. C'était la seule condition de maintenir l'équilibre entre toutes choses, c'était que l'homme soit capable d'organiser et de savoir vraiment ce qu'il devait faire de ce feu et de cette technique. Donc, mais il n'a pas eu le temps de le faire, et c'est à cause de ça, dès l'origine, le mythe de Prométhée nous dit que la technique pose la technique comme la condition de notre, en tout cas comme la cause de de, on va dire, du déséquilibre naturel dans la nature, voilà, de la disharmonie naturelle et de la mise en danger du cosmos. Bon, donc, mais donc ça voudrait dire que l'homme est en dehors de l'écosystème en définitive. Ce serait un être qui serait en définitive un être de l'artifice, un être de la production d'outils, etc. Ça, c'est l'opposition classique entre nature et culture. Je vais très très vite, hein. mais parce que l'homme invente des outils pour survivre, et il crée un monde culturel, artificiel, qui s'opposerait au monde naturel. Et puis donc du coup, on dirait que la nature arrive en premier, puis la culture arrive, blablabla. Mais en définitive, ce n'est pas la seule vision possible hein, du rapport nature-culture. Et pour faire vite, hein, l'animisme, par exemple, a une toute autre vision du rapport de la nature et de la culture, hein, puisqu'il n'y a pas de séparation, en définitive, entre les deux. Hein. Ce n'est qu'une seule et même chose. Hein. Et par exemple, chez les Inuits, quand la tradition voulait que quand on tuait un phoque, il y avait tout un rituel qui était fait autour de l'œil du phoque, parce que par cet œil pouvait sortir l'âme du phoque, du corps du phoque. Et donc, du coup, l'idée, c'était de se dire, nous devons faire un rituel qui va permettre à l'âme du phoque de retourner dans un autre corps de phoque, sinon, un jour ou l'autre, il n'y aura plus de phoque. Bon. Alors, évidemment, hein, les animistes, ils n'avaient pas Internet, c'était un peu ils n'avaient pas YouTube, bon, voilà. Mais en réalité, ils avaient considéré que leur existence était bien une existence qui faisait partie de la nature et qui fait partie de la nature. Alors, il n'y a pas que l'animisme, hein, il y a d'autres points de vue, mais en définitive, on pourrait se demander si, en fait, il n'y a pas autant d'idées de la nature qu'il y a de culture. Est-ce que la nature n'est pas qu'une représentation, en fait, qui en dit beaucoup plus long sur notre culture que sur la nature elle-même? Donc, du coup, c'est peut-être aussi pour ça que certains peuples, les chasseurs-cueilleurs, hein, n'ont pas développé de progrès technique. Ils n'ont pas développé d'outils plus avant que ceux dont ils avaient besoin pour survivre. C'est peut-être parce que justement, ils ont usé de cette liberté naturelle pour rester la nature, ou pour rester dans un ensemble unique. Donc bref, je vais aller vite, mais je veux juste dire un truc, c'est que il ne faut pas non plus, par rapport à la nature, considérer qu'elle est absolument bonne ou qu'elle pourrait être une norme qui pourrait nous servir d'exemple. Très souvent, on voit chez des écologistes, je ne parle pas politique, hein, je parle au sens écologique, euh, euh, des gens qui considèrent que la nature pourrait être un modèle, qu'il faut prendre exemple sur la nature, exemple sur les animaux. Il y a une forme il y a une volonté de nous faire aimer la nature qui pousse à, dans les documentaires, par exemple, dans les représentations qu'on donne des animaux, du monde animal, il y a des représentations qui laissent croire que la nature, c'est cucu les oiseaux, quoi, qui simplifient la nature comme étant forcément bonne. Ça représente un danger. Considérer la nature comme bonne et considérer du coup l'homme comme mauvais, puis dans cette division classique dont on a parlé, euh,
c'est extrêmement dangereux parce que la nature ne peut pas être une norme, ne peut pas être une norme sociale. Elle ne peut pas être utilisée comme norme sociale. Elle ne peut pas être utilisée comme modèle social. Elle ne peut pas être utilisée comme modèle harmonieux qu'il suffirait de reproduire dans une société pour pouvoir vivre heureux. Euh, et souvent, quand on essaye de rapprocher l'homme de l'animal, il y a cette volonté de croire que la nature serait pure et qu'il faudrait la laisser dans sa pureté parce que ce serait une pureté virginale et bonne. Euh, c'est c'est d'autant plus dangereux que l'extrême droite, depuis longtemps, hein, et les monothéismes depuis longtemps, disent la même chose. Euh, c'est au nom même d'une condamnation de comportements contre nature qu'on condamne l'homosexualité, par exemple. Bon. C'est considérer que la norme de la reproduction de la vie, c'est l'hétérosexualité, et c'est la seule condition pour reproduire la vie, et qu'à partir du moment où l'homosexualité existe, eh bien, elle met en danger l'existence de la vie. C'est la même réflexion qui lutte contre l'avortement. La lutte contre l'avortement, c'est une condition qui pose la nature comme étant une norme, et donc du coup la vie comme étant absolue, et la nature comme étant absolue. Donc, je ne vais pas avoir le temps d'en dire beaucoup plus, malheureusement, je suis désolé, hein, mais entre vouloir se poser comme maître et possesseur de la nature parce que la nature n'aurait qu'une valeur relative à notre propre existence, et donc du coup serait au service de l'homme, c'est très très monothéiste ça. Hein. C'est ce que j'ai expliqué hein, quand je dis la distinction nature-culture, elle est très très monothéiste en définitive. Hein. Mais il y a cette idée-là que la nature serait au service de l'homme, elle n'aurait de valeur, on la respecterait que parce qu'elle nous est utile en définitive, et donc ça revient à ce qu'on avait dit. Et puis de l'autre côté aussi une vision un peu plus qui est tout aussi critiquable, me semble-t-il, qui est une espèce de vénération de la nature, de divinisation de la nature comme lieu ressourcement. Salut, qui est comme lieu originel qu'il ne faudrait pas transformer, qu'il ne faudrait pas modifier. Euh, Entre les deux, il y a peut-être une mesure qui se trouve peut-être dans l'idée du droit de la nature. Voilà, et je terminerai vraiment là-dessus. Parce que si la nature échappe à tout rapport moral, on pourrait se dire, bah, du coup, c'est même pas la peine de penser des droits de la nature. Parce que du coup, pour avoir des droits, il faudrait pouvoir assumer des devoirs, être libre, assumer sa responsabilité quand on ne respecte pas le droit, tout ça. Bon. Sauf qu'il y a plusieurs personnes hein, qui ont réfléchi à ça et qui, en définitive, expliquent que si on considère que l'homme est naturellement libre, et donc du coup est naturellement responsable de ses actes, et qu'on est capable de comprendre notre responsabilité, et que l'homme est une partie de la nature, il fait partie de la nature, et comme être libre est naturel, eh bien, on peut se demander si nous n'avons pas des devoirs vis-à-vis de la nature. Si ce n'est pas parce que justement l'homme a cette liberté naturelle qu'il s'engage dans une forme de rapport de respect, de devoir vis-à-vis de la nature. Auquel cas, ce ne serait plus parce que la nature a des droits qu'elle aurait des devoirs, mais parce que nous avons des devoirs vis-à-vis de la nature que nous pourrions lui octroyer des droits. Non pas en tant que personne consciente, etc., mais en tant que nous sommes dans un rapport, quand nous sommes dans un rapport à la nature, nous sommes dans un rapport à nous-mêmes, en définitive. Et ce serait l'idée dans laquelle eh bien, respecter la nature, ce serait en définitive respecter notre propre humanité. Et on ne respecterait pas la nature pour se respecter soi-même. Hein. Attention, hein, c'est pas je respecte la nature parce qu'elle m'est utile. On en revient à tout à l'heure. Mais je respecte la nature parce qu'elle est une valeur en soi, au même titre que l'humanité qui fait partie de moi et que personne ne peut me prendre sans me réduire à un objet. La nature serait sujet en ceci que nous lui devons d'exister. Voilà. Et dans ce cas-là, on peut même se demander si ce n'est pas là la base hein, d'un tribunal international des crimes contre la nature, ou comme c'est déjà le cas dans certains pays, mais qui devrait forcément être international parce que la nature est internationale, l'élaboration d'une loi contre les écocides, mais encore une fois, sans tribunal à l'international, une loi contre les écocides a peu de chances d'aboutir parce qu'elle ne serait que nationale et donc du coup, elle ne pourrait pas toucher certains écocides. Du coup, on pourrait se demander, c'est là-dessus que je terminerai, si on ne pourrait pas requalifier les droits de l'homme en droits des êtres humains et de la nature. Voilà.
Donc, je suis allé encore plus vite que tout à l'heure. Je suis navré, mais ça fait déjà 1h20. C'est beaucoup trop. Je suis désolé. Voilà. Merci en tout cas pour tous ceux qui ont tenu le coup. Il y a eu presque autant de monde, on regardera, mais je pense qu'il y a eu presque autant de monde que sur Instagram, peut-être même des gens différents, donc c'est cool. En tout cas, merci beaucoup à vous. J'espère, Julien, que je t'ai pas trop miné le moral si tu es encore là, à propos du désir. Bon, de toute façon, je reviens demain, hein, donc je te minerai encore plus le moral. Voilà, bon. Écoutez, merci beaucoup. Ça a été, j'avoue que j'ai couru beaucoup sur la dernière question. Je suis navré. On se revoit le mois prochain, normalement, pour parler des 2 futures questions de la semaine. Une qui sortira mardi et une dans 15 jours. Si vous voulez en savoir plus, bah, suivez-nous, abonnez-vous à la chaîne, comme ça vous serez informé des directs. Et puis, abonnez-vous à nous sur les réseaux ou le mieux, c'est de s'abonner aussi sur le site didierleprof.com. Si vous vous mettez dans la newsletter, vous recevrez toutes les informations et tout ce qu'on fait. Voilà, c'est sur la droite, dans la colonne de droite, quand vous êtes face au site. Voilà. Écoutez, écoutez, bonne soirée à tous, bon dimanche et à très bientôt, à dans un mois. Ciao, ciao.